Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore sur les antennes Equinox Télévision. Ce matin avec 10-12 le Zénith, comme c'est le cas, le talk show qui vous permet de mieux comprendre l'actualité camerounaise ou encore de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour de la nation ou encore prendre le pouls du Cameroun autrement. Merci de nous faire confiance. Crise anglophone, finalement, quelle résolution pourrait-elle marcher pour qu'on puisse en sortir aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut encore s'en interroger. Si le gouvernement camerounais pouvait écouter Abouem Achoyi, la question a été au centre d'une réflexion, notamment pour ceux qui vont s'arracher. Le journal La Nouvelle Expression ce matin allait bien sûr le faire pour mieux comprendre les propositions qui ont été émises en 1979, alors que Paul Biya lui-même faisait partie de la commission ad hoc chargée de comprendre le problème anglophone aux côtés de Dorothée Ndjema, encore en vie aujourd'hui, mais surtout de M. Abouem Achoyi. Les questions sont essentielles. Comment permettre au Cameroun de redorer son image après cette crise anglophone qui a fait aujourd'hui des milliers de morts et des nombreux déplacés internes comme externes? Vous êtes encore les bienvenus, madame, monsieur, autour des sujets. Mais comment expliquer le retour tardif des Camerounais, on dira les lions indomptables au Cameroun, après la rencontre avec le Mozambique de ces 48 heures? Ils ont pu regagner le Cameroun, notamment Douala, et des informations selon lesquelles un joueur aurait pris sur lui de payer une partie du carburant, si vous voulez du kérosène de l'avion, pour que ces derniers puissent retrouver le Cameroun. Qui est ce dernier? Où est-ce qu'il a pris de l'argent pour faire une telle transaction? Peut-être la question ne devrait pas se poser. En même temps, qui comptera lui restituer cet argent au moment opportun? Est-ce que ce sera fait ou pas? On en parlera certainement, madame, monsieur, et surtout des sujets qui gravitent sur la toile aujourd'hui. On en parle énormément. Je vous en prie, gardons le cap, mais surtout le bon tempo avec vous jusqu'à midi, y compris la grande famille au complet ce matin. Bonbon Bengan Kandji nous retrouve avec beaucoup de plaisir. Sous un social, vous êtes dans la posture de consultant. Et ici, vous êtes justement dans quelle posture, Bonbon? On est toujours des consultants. Nous, les indigènes, on ne peut pas occuper de hauts postes de responsabilité. Voilà. On ne connaît pas le management moderne. Voilà. Alors, toujours consultant, ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. D'abord, une virgule. Non, les lions indomptables, s'il y en a un qui a voulu payer, ils ont de l'argent. Ici, ce n'est pas le football professionnel à la FECA Foot et à la football professionnel du Cameroun qu'il y a ailleurs. Les footballeurs gagnent les salaires et il y en a qui peuvent également avoir un esprit patriotique et décider que, bon, pour quelques euros, pourquoi ne pas donner? Il y a eu des lions indomptables également qui ont à un moment donné décliné, refusé de prendre les primes. Alors on l'en a vu. Parce que ils ont estimé que c'était trop petit. Non, ils estiment que ce qu'ils gagnent est assez suffisant. Bon, ils peuvent laisser un moment pour que le trésor public puisse engranger ces émoluments-là. Donc c'est pas compliqué. Deuxième chose, effectivement, moi-même je m'interrogeais, m'inquiète, mais je connais un peu la réponse. Pourquoi Yaoundé, en fait, c'est les termes diplomatiques qu'on utilise souvent, pourquoi Yaoundé ne veut-il pas écouter David Abouem Achoyi? Je sais un peu la réponse. Une partie de la réponse, c'est que la politique française au Cameroun ne voudrait pas qu'on écoute des gens qui ont une telle orientation. Simplement parce qu'on veut phagocyter les anglophones, c'est tout. C'est tout. Mais malheureusement, le sang va couler, le sang va continuer à couler et on va opposer les Camerounais. Lorsqu'on demandera à l'État, notamment à l'entrepreneur en chef, de cesser la guerre, négocier avec les autres, ils vous diront, vous soutenez les invasionneurs, vous voulez exposer l'armée. Or, ce n'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas. Mais Yaoundé finira par négocier. Quand on monte, on descend. Yaoundé finira par négocier, sont les propos de Mbongo Bengan Kandji ce matin dans la posture de consultant. Il nous le dit ce matin. Yaoundé devrait-il ou devrait-elle, au moins si vous voulez, le régime de Yaoundé devrait-il au moins prendre en compte les propositions d'Abouem Achoyi de 1979? On pense quand même que c'était un bon début, surtout les accords de Fumban. Qui a floué qui dans les accords de Fumban? Merci à vous. Charles Abem Bachou, bonjour et bienvenue ce matin.
Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Qui a intérêt à ce que la liste du commandement traditionnel ne passe pas dans l'UNCAM? Telle est la question que l'on se pose là-bas. Hier, après la dénonciation qui a été faite de ceci, que des élites au nom du MINAT influencent, ou alors les sous-préfets influencent les populations demandant de ne voter que la liste politique, les intimidations ont commencé, les menaces de mort ont commencé à se faire ressentir de ce côté, avec les populations qui ont décidé d'en découdre. Qui de cette forte élite ministre et du MINAT ont des listes particulières qu'il faudra absolument que les sous-préfets fassent voter. Est-on déjà en campagne pour les régionales dans cette zone du CAM? C'est la question qu'on se pose de ce côté. Dans tous les cas, passons et annonçons ce mouvement d'humeur qui se prépare à travers les agences de voyage de ce côté de Douala 3. Les agences de voyage, les propriétaires des agences de voyage ont décidé même pratiquement à la limite fermer parce qu'ils disaient être asphyxiés par la mairie. Ils ont la taxe à l'essieu qui paye, la taxe d'hygiène et salubrité, la taxe, l'OTVP qui sont obligés de payer et récemment on les présente le bulletin d'émission des droits d'occupation des parkings. Quelle est la différence y a-t-il entre l'OTVP et l'occupation des parkings? Dans tous les cas, c'est des sommes véritablement faramineuses. Était-ce inscrit dans la logique de la mairie? Où est la gare routière même de Douala 3 qui était censée être construite? Un flou artistique de ce côté de Douala 3. S'ils ferment, où iront les pauvres voyageurs? Bonne question ce matin, Charles Mbatiou. Je vais également revenir sur un élément diffusé sur les antennes Equinox Télévision il y a 2 jours dans le cadre de 10-12 le Zénith concernant la revue des réseaux sociaux où nous présentions justement un jeune qui avait choisi de filmer ce qu'on peut appeler sa mort inconsciemment et revenir dire que les propos tenus sur ce plateau concernant ce dernier étaient, les propos tenus sur ce plateau justement ne concernaient pas ce dernier lorsque Charles Mbatiou a pris sur lui de dire qu'il faudrait faire attention, il y a d'autres jeunes qui peuvent commettre de pareilles morts, qui peuvent avoir de pareilles morts, mais surtout savent exactement ce qui s'est passé. Mais les questions ou encore l'analyse étaient portées sur le plan général, sans pour autant en faire une fixation sur le concerné. Donc il est important de faire cette précision ce matin, à la suite de quelques revendications. Donc on pensait que l'on parlait de ce jeune précisément, comme quoi il aurait touché un porte-monnaie magique. Non. Et Charles Hamel interpellait simplement la jeunesse à faire très attention afin de ne pas tomber dans ce type de piège, tout en respectant justement la mémoire de ce dernier qui, dit-on, Charles Hamel était un ingénieur d'intérieur effectivement et qui a choisi de venir au Cameroun. D'ailleurs, il devait se marier dans les jours à venir. Il s'amusait simplement, c'était un fou de moto et puis tout ce qu'il faisait, il filmait et il mettait sur les réseaux sociaux. Donc c'est important d'en faire cette précision ce matin, le temps de mieux comprendre ce qui s'est passé. Karine Sontia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour aux téléspectateurs. À Yaoundé, la criminalité ne cesse d'augmenter, de grandir et de s'attaquer même aux plus jeunes, parce que cette fois-ci, c'est une jeune étudiante âgée de 22 ans qui s'est faite poignarder à mort par un conducteur de moto qui l'a raccompagnée jusque devant son portail. Et après avoir descendu la jeune demoiselle, il l'a poignardée au cou au point où elle a rendu l'âme. C'est un sujet qui fait le tour sur la toile, madame, monsieur. On en reparlera certainement au courant de l'émission. Et avec vous, comme c'est le cas. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin encore, je suis le porte-voix de certains parents qui continuent de crier au loup parce que, notamment hier soir, leur fille est rentrée sensiblement à 20h30 de l'école parce qu'elle est allée en cours à la mi-journée. Rendez-vous compte que ce sont des parents inquiets qui ont commencé à ameuter le quartier. Ils se sont dit que leur fille a certainement été enlevée, qu'elle s'est perdue, qu'elle a eu un accident du moins. Ils disent qu'ils ont pensé à tout et interpellent les autorités en charge de l'enseignement secondaire d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait aménager les emplois de temps des enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à avoir ou à mettre à disposition des écoles des bus pour pouvoir ramener ces enfants à la maison parce qu'ils sont en insécurité. Le fait de rentrer comme ça pendant la nuit, les filles sont exposées au viol, à tout, à n'importe quoi pendant la nuit.
Merci beaucoup Dominique et merci de porter cette voix de cela ce matin sur nos antennes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Est Cameroun? Ça bagarre énormément dans les forêts de l'Est Cameroun. Bagarre entre les autorités administratives, bagarre entre les exploitants forestiers, bagarre avec les riverains et bagarre avec les journalistes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Est Cameroun? Est-ce que le gouvernement camerounais peut-il vraiment ouvrir les yeux sur l'exploitation minière ou encore des revenus forestiers, oui, des revenus justement de la forêt, effectivement, du côté de l'Est Cameroun? Comment comprendre qu'aujourd'hui l'Est soit devenu on va dire une région où il y a tellement de conflits? Combien de procès on a aujourd'hui venant de l'Est Cameroun? Que font les autorités administratives de ce côté-là, les préfets, les sous-préfets, y compris le gouverneur? Comment en sortir avec les nombreuses plaintes et les nombreux conflits entre exploitants forestiers, population riveraine, autorités administratives et journalistes qui s'étripent sur le terrain? On en parlera assurément au courant de l'émission. Vous avez les pages Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en live. Bienvenue. Vous avez 10-12 le Zénith sur Facebook. Merci de nous laisser un message et tout à l'heure nous vous lirons avec beaucoup de fierté. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une dispute de couple au sujet des enfants qu'ils ont. C'est dispute de couple au sujet des enfants. Ils ont 3 enfants âgés respectivement de 1, 3 et 5 ans. L'aîné de 5 ans a commencé l'école cette année. L'enfant est à la maternelle. Le père de ces enfants se plaint parce qu'il dit que ça fait sensiblement 6 mois. Il a pris la peine d'observer comment ses enfants se comportent et il se rend compte que ses enfants ont de mauvaises habitudes. L'aîné, par exemple, qui a commencé l'école, est un enfant très bagarreur, hyper belliqueux, qui passe le temps à déchirer ses cahiers, qui refuse de faire les devoirs à la maison. Lorsqu'il n'est pas content, lance le plat. Par exemple, on lui donne à manger, il ne veut pas ou il estime que ce n'est pas suffisant pour lui. L'enfant jette le plat. Pour les autres, c'est le même procédé. La têtutesse, refuse de demander le pot, font les besoins sur eux. Pourtant, ils savent demander le pot et autres. Donc, le papa dit qu'il a interpellé la maman de l'enfant, des enfants, puisqu'elle est à la maison avec eux, en lui demandant de faire un peu plus attention, notamment en regardant certains programmes à la télé qui promeuvent un peu de violence, les gros mots, parce que les enfants ont un langage un peu que le père n'apprécie pas. Et la mère de lui dit vraiment, je ne peux pas être en train de laver les habits et avoir les enfants avec moi, je dois les mettre devant la télé le temps de travailler pour aller au marché et tout, donc je ne peux pas faire tout ça seul. Si tu vois que la télé a un problème, vraiment, tu me cherches une ménagère qui va pouvoir m'aider ici, ou bien toi tu commences à faire, tu m'aides à partager, à travailler à la maison avant de sortir à la maison. Donc, aujourd'hui, ce papa aimerait savoir si on ne peut pas trouver une solution pour ça, parce qu'il dit que son aîné pratique entre guillemets du karaté sur ses petits frères à la maison et qu'il est vraiment, mais vraiment inquiet. Est-ce que le problème ici, c'est véritablement les programmes auxquels les enfants sont exposés, ou bien c'est simplement la négligence de la mère des enfants? D'accord. Donc, pour le parent, 2 questions. Oui. Est-ce que la télévision a un impact sur l'éducation des enfants? Peut avoir un tel impact, oui. Est-ce que la maman est suffisamment négligente puisqu'elle passe les journées avec les enfants? Il faudrait qu'on sache exactement où se pose le problème. Oui. Heureusement qu'il n'y a pas de séparation ce matin. Ah non. Ils ne vont pas se séparer, hein, c'est important. Pas pour si peu. Voilà. Allez, comment vous appréciez les nombreux programmes qui sont diffusés sur les chaînes chez vous? Comment appréciez-vous en même temps l'éducation des enfants grâce ou via les programmes de télévision? Comment appréciez-vous aujourd'hui l'attitude des femmes, des mamans, des sœurs vis-à-vis de la télévision aux côtés des enfants? Et forcément, c'est un problème qui est sérieux quand même aujourd'hui, non, Dominique Audrey? Énormément. Allez, Karine Santia, Énormément. comment fait-on pour sauver l'éducation des enfants par la télévision, ou encore éviter de détériorer l'éducation des enfants via la télévision? On occupe les enfants et on éteint la télévision. Il y a un âge pour rester devant la télévision. Il y a un nombre de temps qu'un enfant doit faire devant la télévision. On occupe les enfants Oui. et on éteint la télévision. Oui. Vous le dites très bien. Oui. Parce qu'il y a un âge
pour que les enfants restent devant la télévision. Et il y a un temps précis qu'ils doivent faire. Un enfant... Il y a une durée. Oui, un enfant de moins de 10 ans ne doit pas faire plus de 2 heures devant la télévision. D'accord. Il ne doit pas faire plus de 2 heures devant la télévision. Parce qu'à plus de 2 heures, déjà, ses yeux vont se fatiguer. Et là, vous allez voir des enfants qui grandissent avec les problèmes de vue et ils doivent commencer à porter les lunettes très tôt. Déjà ça. Maintenant, dans la vie courante même, il faut attribuer à ces enfants des responsabilités. Je le dis souvent, ce n'est pas parce que votre enfant de 2 ans, votre enfant a 2 ans, que vous pensez qu'il ne doit pas avoir de responsabilité. Il doit être occupé. C'est pourquoi un enfant, quand il se lève le matin, vous lui apprenez à dresser son lit, à ranger sa table d'études ou encore à réparer ses jouets, par exemple. C'est pour ça qu'à classer. C'est pour ça que dans certaines maisons, aujourd'hui, maintenant, ça c'est pour les personnes nanties, dans certaines maisons, il y a des espaces pour les jeux. Dans les maisons, on arrange un cadre où lorsque les enfants y arrivent, c'est pour jouer avec les différents articles qu'on a introduits. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas nanties, qui n'ont pas les moyens de se procurer tous ces jeux-là, il y a d'autres manières d'occuper les enfants. C'est pourquoi on préfère, c'est pourquoi la notion de la cour commune a été très bien intégrée dans nos cultures. C'est-à-dire que les enfants, à l'heure de jouer, étaient tous dans la cour avec les enfants de tout le monde et ils s'amusaient. Ça faisait que non seulement vous pouvez être assis en train de laver les habits, mais observer ce que votre enfant est en train de faire dans la cour. Ça faisait aussi que si vous avez un espace où vous pouvez faire jouer votre enfant, vous allez pouvoir détecter ce que votre enfant préfère et ce qu'il n'aime pas. Maintenant, lorsque vous avez des filles et vous devez commencer à observer, ça fait que si vous achetez la poupée à votre fille et qu'elle arrache la tête, elle coupe les manches et tout, ça veut dire que ce n'est pas forcément son jouet préféré. Vous commencez à lui acheter peut-être les petits tissus et des choses qui lui permettront de croire qu'elle peut fabriquer des vêtements ou encore concevoir des vêtements. Donc, il y a un ensemble de jeux qu'on donne aux enfants qui les occupent mais qui sont très importants. Et il y a même un plus petit dans la maison. C'est 3 enfants et le premier à 5 ans. Il y a un plus petit et il faudrait que le premier sache qu'il doit prendre soin du plus petit. C'est pour ça que je dis on attribue les responsabilités. Ça veut dire quoi? Quand il se lève le matin, la première des choses, c'est d'aller porter son petit frère dans son lit ou dans son berceau pour sortir avec et venir au salon, par exemple. Et ils doivent commencer à jouer si c'est le week-end ensemble. Ça permettra aux enfants d'avoir un temps de jeu ensemble et ça va renforcer les liens de fraternité. Ça lui donnera un sentiment de protecteur. Et du coup, il n'acceptera jamais que quelqu'un d'extérieur fasse du mal à son petit frère. Je vous relance, Karine. Et maintenant, vous êtes femme, vous êtes maman, on fait le constat permanemment aujourd'hui que nos mamans, nos sœurs, elles sont vachement accros des séries, novellas, et elles prennent sur elles de les regarder avec les enfants en permanence. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? C'est une dérive de la télévision. C'est une dérive de la télévision. C'est pour ça que je dis que même regarder la télévision, plus de 2 heures pour un enfant de moins de 10 ans, c'est aussi une dérive. C'est pourquoi je dis qu'il faut établir un cadre pour les enfants. Certaines personnes pensent qu'en ayant une télé pour les enfants et une télé pour les adultes, c'est la solution. Mais ce n'est même pas la solution. Je dis bien, apprenez à occuper vos enfants. Il y a tellement de choses. Il y a l'ordinateur que vous pouvez installer à la maison avec des logiciels qui permettront aux enfants d'avoir certaines aptitudes. Les logiciels de création d'images, les logiciels de dessin, les logiciels. Il y a tellement de choses lorsque vous êtes dans une maison avec les enfants. Au lieu, par exemple, de laisser un enfant regarder la télé, faites-lui fabriquer des choses avec un ordinateur. À partir de là, maintenant, il saura que je peux appuyer ici pour utiliser telle touche. Je peux faire ça, je peux faire ci. C'est pour développer il faut occuper l'enfant. Oui. Alors maintenant, autre chose, je veux relancer encore là-dessus. La télévision peut aussi éduquer nos enfants. Mais pour les enfants de moins de 10 ans, je ne trouve pas comment. Est-ce qu'il n'y a pas de programme adapté? Est-ce qu'il n'y a pas... Si vous voulez, mais est-ce que le cerveau de l'enfant est à même de s'adapter au programme qui est là? La télévision, d'abord, c'est pour divertir. C'est pour divertir. Et lorsqu'un... Oui, si vous voulez. Mais, oui, si vous voulez. Mais pour un enfant de 5 ans, de 3 ans, il s'informe en quoi lorsqu'il regarde la télévision? Ce n'est que pour se divertir. C'est la raison pour laquelle je dis... Soit vous éteignez la télévision et vous me donnez des jeux qui permettront aux enfants d'apprendre. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines maisons, on commence à voir les pianos en jouets, les petites choses qui pourraient rapprocher de l'enfant du divertissement, oui, mais d'un divertissement qui lui permettra d'avoir certaines aptitudes. Très bien. On ne joue pas pour jouer. Merci Karine Santia. Merci ce matin de vous expliquer sur cette question qui est aussi importante et capitale
pour les familles qui nous regardent ce matin, Dominique Audrey également, vous, la question est posée. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour amener nos sœurs, pour amener nos mamans à choisir les programmes pour nos enfants? Si on tient compte de notre contexte à nous, avec le câble qu'on a et les différents bouquets pour ceux qui en ont, les abonnements, il est clair que les programmes émis dans nos différentes télés, à travers nos différentes télés, ne sont pas... Bouquet, hein, pour ceux, et maintenant pour d'autres, c'est le câble, tout simplement. Donc, au travers des différents programmes diffusés là-bas, il n'y a rien de bon pour les enfants. Il n'y a rien de bon pour les enfants, dites-vous. Rien de bon à en tirer. C'est vrai qu'au départ, la télé, pour un bébé, pour les enfants qui commencent, qui découvrent le monde, ça permet un certain développement cognitif et tout. L'enfant apprend l'écoute. Si vous faites des exercices sur les enfants, par exemple, il y a un célèbre dessin animé qu'on aimait tous là, avec beaucoup de combats, des transformations en chewing-gum et tout. Dragon Ball. Voilà. Si vous prenez ce dessin animé là et vous prenez un autre où on était un peu plus candide, Princesse Sarah, par exemple, pour ne citer que ça, demandez à des enfants en bas âge de regarder et après de vous faire un feedback. Et si vous demandez à cet enfant de vous faire le feedback, il aura la facilité à vous expliquer de façon chronologique. Et oui, de façon chronologique, comment ça se passe dans Princesse Sarah. Mais si vous demandez à Dragon Ball Z, par exemple, l'enfant ne retiendra que tel est mort, il y a eu on a bombardé ici, on a transformé et tout. Voilà, Satan, les démons et tout. Donc, au premier abord... Oui, au premier abord, l'enfant, par rapport à ce qu'il voit, permet un certain développement de la parole, développement même de l'intellect. Comment est-ce qu'il peut narrer les choses? Donc, la qualité, le montage même de ces programmes fait que ça n'aide pas la construction intellectuelle des enfants de base. Maintenant, à côté de ça, ça a plus une portée économique. Aujourd'hui, lorsque vous donnez une voiture à un enfant en termes de jouets, une voiture qui ne roule pas, une voiture qui ne fait pas de bruit, cet enfant généralement n'en veut pas. Il n'en veut pas parce que dans les dessins animés ou bien à la télé ou bien dans le film, on lui a présenté une télé ou une voiture qui fait des bruits, qui a des ailes et tout. Conséquence, vous donnez ça à votre enfant, il jette. Ça, c'est la portée économique que peut avoir. On utilise de façon subliminale ces images-là qui vont vous faire débourser de l'argent. Et ce n'est pas bon parce que là, si le parent accepte d'assouvir ce besoin de l'enfant à ce moment-là, l'enfant prend de l'ascendance sur le parent qui va perdre devant l'enfant. Donc, c'est la portée économique. Lorsqu'on écoute l'histoire de ce matin, justement, ce monsieur qui s'est plaint, il estime que soit c'est la négligence de son épouse, soit c'est l'impact de la télévision sur l'éducation des enfants. Les deux vont de pair, Michel. Voilà, donc maintenant, la maman, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit crypter les chaînes? Est-ce qu'elle doit verrouiller certaines chaînes et en donner accès à certaines chaînes? Même si elle crypte les chaînes, elle va se retrouver à regarder ces séries latina, ces séries à elle. Et dans ces séries à elle, on voit des gens utiliser des armes. C'est pour ça que je crois que c'est à 12 ans, 11 ans, 12 ans, qu'un enfant est à même de pouvoir regarder un journal télévisé. Parce qu'avant, il y a des images qui sont susceptibles de prêter à confusion parce que là, il y a généralement la matérialisation de la violence de la société auquel les enfants ne sont pas précédemment préparés. Donc, pour les programmes télé, il faut, je ne sais pas quelles sont les instances qu'on doit interpeller ici chez nous pour pouvoir arranger ça parce que les microbes qu'on a aujourd'hui, si on essaye de remonter un peu plus loin, vous verrez que ce sont des enfants qui ont eu certaines images, qui ont vécu un certain nombre de choses au travers des écrans de télé. Très bien. Alors, cher Lamine Badiou, s'il y a une plainte formulée parce que madame serait négligente vis-à-vis de l'éducation des enfants, ou encore la télévision aura un impact négatif sur l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous Camerounais, pour nous Africains, qui adoptons très souvent des bouquins étrangers et dont, effectivement, les impacts sont hyper visibles, perceptibles sur nos enfants aujourd'hui? Commencez par se méfier de tout ce qui est étranger. Commencez par se méfier de tout ce qui est étranger, monsieur Michel Ngadiou.
Regardez la façon avec laquelle les enfants manipulent le téléphone aujourd'hui. Vous-même, les parents, parfois, vous êtes perdus devant la vitesse dans votre propre téléphone. C'est l'enfant qui arrive, 1, 2, 3, 4, il s'envoie des choses. On entend Zende passer par là. Les enfants ont une rapidité. Vous ne maîtrisez pas. N'introduisez pas chez vous ce que vous ne comprenez pas. Tout ce qui est bien est beau, et tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Ça, il faut le savoir. Tout ce qui est bien est beau, mais tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Vous avez la télé. Nous, on a grandi dans un système où, pendant les vacances, vous avez la latitude de regarder le matin et le soir la télé. Parce qu'à l'époque, la seule et unique chaîne ouvrait à 18h. Donc on s'asseyait, seul pendant les vacances, c'était à 16h, M. Michel Gachou. En période de classe, on retournait tout simplement à la télé, dans la chambre de papa, et on apprenait en écoutant la musique. Avec les dimanches, la discothèque de papa. À la rigueur, la radio. Imaginer. Non, la radio, oui. Ça, c'était permis d'écouter la radio, on se débrouillait à jouer, et la vie passait, on grandissait. Aujourd'hui, vous arrivez dans certaines maisons, vous avez 3 salons. Le salon de papa, VIP, le salon des enfants, juniors, où ils regardent la télé, ou ils sont abandonnés avec les télécommandes, ils regardent la télé là-bas comme ils veulent, et le salon des adolescents, ceux qui vont s'asseoir, regarder le salon de maman et ses copines. Donc les enfants ne sont plus contrôlés. Or, il y a 3 facteurs au niveau de la télé qui sont extrêmement dangereux. Vous avez les films, vous avez les dessins animés, et vous avez les clips. Je commence par les films, M. Michel Gachou. Et on va aller très vite. Vous avez vu le film Kaboom? Kaboom. K-A-B-O-O-N. Kaboom. Regardez ce film. Il y a le film, M. Michel, La maison aux fenêtres qui rit. C'est des films que je vous invite à voir. Hérédité. C'est des films où tout ce que vous voyez ne reflétait que des rituels d'initiation à la sorcellerie, à la magie. J'évite d'apporter la question de ces loges. Ce sont des loges bien précises où vous voyez comment on initie des personnes. Quand vous voyez Harry Potter, dans le film Harry Potter, il y a 83 scènes d'initiation magique pour ceux qui ont vu. Oui. 83 scènes d'initiation à la sorcellerie vraie. Il y a l'avocat du diable. Alors vous vous asseyez pour regarder. Vous regardez le film, vous dites, ah, ouais. Mais ce que vous vivez, vous le pratiquez à l'immédiat parce que c'est des énergies qui sont mises à l'intérieur. Je laisse le film parce qu'il faut aller vite. Vous avez les dessins animés. Les cercles ésotériques ont eux aussi leur zone d'évangélisation. Excusez-moi l'expression. Leur machine. Il y a certains qui font dans les dispensaires, il y a certains qui font dans comment vous appelez ça, les hôpitaux, d'autres qui font dans la communication. Regardez les chaînes de télé, des dessins animés, où vous allez entendre des expressions. Nous allons pratiquer, je n'ai pas envie de dire pour m'attaquer à quelconque loge, mais c'est des expressions précises. Vous avez des représentations particulières, vous voyez l'œil, vous voyez des symboles, vous avez l'impression que c'est des hiéroglyphes, mais ça traduit une expression. Vous avez un certain caractère qu'on donne aux différents enfants, et les enfants, regardez bien, essaye de s'identifier à travers ces différents personnages. Vous allez entendre un enfant à la maison, son petit frère lui fait n'importe quoi, il fait un double et il frappe sérieusement. Il faut étudier, observer et vous rendre compte que cela a un impact. On est en train de préparer les enfants à cette vie. Vous avez enfin les clips. Dans les clips, vous avez des représentations, des clips vidéo de l'heure. Vous avez des représentations. Soit c'est des cercles, c'est des trapèzes, c'est des triangles, c'est des rectangles, c'est des carrés, c'est des losanges, c'est des pentagrammes. On emploie ça. Vous voyez le musicien, il est au milieu, vous voyez le pentagramme. Et toi, la scène, avec des couleurs vives, rouge, orange, c'est ce qu'on appelle des images subliminales. On vous envoie, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a de l'envoyer. Et si vous avez un enfant qui suit particulièrement et les films et les dessins animés, il se retrouve à se faire initier involontairement. C'est comme ceux qui regardent à la télé, vous appelez ça quoi, les exorcismes, dans les différentes chaînes de télévision et tout. Pendant que vous regardez, vous ne contrôlez pas l'esprit. Vous êtes en train de regarder comment on exorcise l'esprit. Traverse la matière et tout, M. Michel Gachou. On chasse les gens pendant les séances. Mais vous faites peur ce matin. Je vous dis hier. Mais ce que vous dites. En regardant même les télévisions pendant les histoires des pasteurs où ils chassent les esprits, on peut chasser un esprit, vous possède à l'immédiat si vous n'avez pas un esprit fort. Donc il faut faire attention à ce que vous regardez en termes de télé avant de regarder vous risquez de dire aux parents qui nous regardent ce matin que cassez la télévision chez vous.
Mais éteignez-la, c'est... Éteignez la télévision, Michel ne regardez plus Monsieur n'importe Michel quoi. Gachou, nous avons regarder un dessin animé, nous avons un dessin animé particulièrement, ce dessin animé représente dans chacune des bandes ou des différentes tranches d'animation pour les enfants 5663 pictogrammes dangereux initiatiques, je vous le dis. 5663, je vous le dis en termes d'illustration. C'est quel dessin animé? Je ne vais pas le dire là. Allez voir sur Monsieur Facebook. Michel Merci Gachou. beaucoup, merci. Mais c'est dit aux parents, soyez vigilants. soyez très vigilants. Très vigilants. Lorsque vous voyez un dessin animé, vous voyez un triangle, quelqu'un qui joue, même si c'est le diable, qui joue avec un triangle, un seul œil au milieu, différentes commencez à zapper, représentations. commencez à bouquer, vous voyez l'identité. Il y a plein de trucs. Merci qui sont- beaucoup. Merci infiniment, Charles Amembattu. Je voudrais également, bon, Bengan, content de comprendre, est-ce que les impacts, du moins visibles, de nos enfants, du point de vue éducatif, ne participent pas du lavage de cerveau, de la déculturation que la télévision occidentale apporte chez nous en Afrique aujourd'hui? C'est pas l'enfant qui a acheté la télé, c'est bien, ce sont ses parents. C'est peut-être le père. C'est peut-être le père lui-même. C'est surtout le père. Voilà. C'est un bien de souveraineté. Tout à fait. Il achète la télé pourquoi? Lui-même ne sait pas. Parce qu'il y a cette histoire où les gens vous disent « Ah, je peux passer les vacances à Miami, ma famille et moi, nous irons à... » Il pense que c'est lui qui réfléchit. Or, c'est l'argent qu'il a qui réfléchit à sa place. Oui. Il vous dira que c'est lui qui réfléchit, c'est faux. La Grande Royale, dans l'aventure ambiguë, avait dit « L'école des Blancs où nous envoyons nos enfants tuera en eux l'essentiel de ce que nous aimons. » Et les parents qui achètent la télé le savent. Ils n'ont pas tenu en compte cet avertissement de la Grande Royale. Si vous venez dans le monde occidental, il y a deux Américains, Daron Semoglou, professeur d'économie au Massachusetts Institute, et son collègue James Robinson, professeur à Harvard. Ils ont écrit un livre, Why Nations Fall. Pourquoi les nations s'effondrent-elles? Ou alors on a encore traduit en disant la faillite des nations, les origines de la puissance, Ou la chute, de la prospérité et de la pauvreté. Là-dedans, même ces deux Américains disent que les sociétés s'effondrent, les nations s'effondrent parce que nous ne nous inspirons pas de notre histoire. Tout le monde a dit le monde évolue. Mais quand on dit évolue, on va où? Personne ne pose la question. Au point où aujourd'hui, on est surpris du dérèglement climatique. Voilà, c'est ça qui se passe. L'Africain n'a jamais dissocié sa nourriture à sa spiritualité. N'a jamais dissocié sa manière de pratiquer le bain. Il s'est lavé, aller aux ces choses-là. C'est ce que ces mamans, surtout nos parents, nous devons savoir aujourd'hui. Que l'information qu'on écoute, les programmes télé, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'apprécie l'appréciation de Karine Sontia quand elle a parlé de divertissement. Même le journal à la télé, c'est un divertissement. C'est un divertissement. Parce que, bon, vous voyez, qu'est-ce qui accroche le plus? L'image qu'on voit là, c'est un divertissement. Or, on le sait, il y a un côté spirituel là derrière. Quel est le côté spirituel que les Africains ont mis dans leur programme télé? C'est Quasiment rien. Et rien du Quasiment tout. rien, parce que Rien. c'est Il y a grave. rien. Rien. Or, si on demande, ça c'est une orientation politique aujourd'hui, on vous dit, on laisse les films comme L'Orphelin, Ntafil et tout. Vous voyez que l'enfant, moi j'avais ma grand-mère, quand elle suivait, il y en a eu L'Orphelin. Elle ne comprenait pas français, donc c'était ma femme d'ailleurs. Hein, de ma femme. Et vous lui Quand moi, expliquiez? suivais, non, c'est elle qui m'expliquait. Elle s'est passée en français, mais elle m'expliquait. Elle ne regardait que tu, mais elle m'expliquait ce qui s'est passé Et c'est à comme la ça. télé. Mais justement parce que, comme disait Charles, elle comprenait le message, l'orphelin qui passe là et tout. Putain. Elle n'a Bon, pas est-ce de que l'école. Donc, en fait, c'est dit, mon Bengan, qu'à un moment donné, nous-mêmes Africains, nous-mêmes Camerounais, puisque nous parlons du Cameroun, et puis on s'adresse aux Africains qui nous regardent également ce matin, nous n'avons pas su suffisamment intégrer nos valeurs culturelles dans nos programmes de télévision au point où nos enfants s'en écartent totalement et on a une société qu'on peut considérer d'hybride mais de dégradée aujourd'hui. absolument.
nos enfants s'en écartent parce que nous-mêmes, nous sommes écartés. Nous nous sommes écartés. L'expression qu'on utilise, c'est que, bon, ça évolue, hein, le monde évolue. Quelle évolution? Vous avez beau dire aux gens que lorsque le Vatican a acté l'esclavage et a confié au Portugal de l'appliquer, ce n'est pas bon. Et qu'au même moment, c'était en 1454, au même moment, on commence l'européanisation du monde pour montrer la supériorité de l'Europe sur le reste du monde. Ils ne comprennent pas. Ils vous disent que non, parce qu'ils fabriquent les médicaments contre le paludisme et qu'il n'y a pas le paludisme, c'est vraiment ça l'évolution. Or, on est mort. On en parle. Donc, les parents, c'est eux qui doivent se ressaisir. Donc, la responsabilité parentale aujourd'hui. Absolument. Bon, Benga. Monsieur, à votre épouse, que faites-vous, madame, de la télévision à la maison? On en reparle dans un instant, mais avant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de l'assaut des blés dans ce pays et de l'ensemble de ses corollaires. Les différents ministres se battent pour la relance de la filière blé au Cameroun, mais seulement les mêmes erreurs ne cessent de nous rattraper et ne cesse d'enterrer véritablement les efforts consentis pour le développement de ce secteur. Quelle est l'influence de cette perte dans le bilan de ces ministères? Je pose la question du blé, parce que nous sommes devenus des gros importateurs de blé. Qui rentre désormais compte acquis? Telle est la question. Comment est-ce que l'achat, c'est-à-dire le financement, l'exploitation, la maintenance et l'amortissement des investissements sont planifiés à court, moyen et long terme dans ce pays? Comment comprendre qu'à la moindre influence, à la moindre observation de la France, les politiques camerounais se braquent, les acteurs du régime se braquent et passent à autre chose? Comment comprendre que l'ensemble des projets porteurs pour ce pays soient tous morts-nés? Depuis quelques années, les importations de blé augmentent rapidement à une vitesse vertigineuse. Le Cameroun importe pour plus de 228,673 millions de pays, soit tous morts-nés. Depuis quelques années, les importations de blé augmentent rapidement à une vitesse vertigineuse. Le Cameroun importe pour plus de 228,673 millions d'euros de blé chaque année, sous forme de farine, de grains, sans compter les produits finis et semi-finis, tels que... Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et c'est bien sûr le Cameroun ce matin. C'est bien sûr le Cameroun et sa réalité agricole. Oui, effectivement. Comment en sortir, comment rattraper, mais surtout comment produire le blé au Cameroun? On sait comment les montants, les chiffres pharaoniques annuellement d'importation, les Camerounais peuvent-ils exploiter, j'ai envie de dire, cultiver le blé et en faire véritablement une industrie importante pour la consommation de cette matière alimentaire au niveau du Cameroun? Il y a quand même lieu de s'interroger. Le blé n'est pas africain, mais les équivalents, car ils sont ici aujourd'hui. Comment en sortir? Qu'est-ce que vous en dites-vous? Comme je le dis souvent, le blé ou encore les produits dérivés du blé ne sont pas des produits typiquement africains. Pas du tout, parce que la consommation du blé est une consommation, est un phénomène importé.
liées notamment à la colonisation, parce que les colons, en arrivant ici, ils avaient apporté un certain nombre d'aliments qui allaient leur permettre d'abord à eux de s'alimenter. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils restaient et qu'ils ils ne rentraient pas, il fallait commencer à produire cela sur place. On importait alors on importait d'abord la matière presque faite et après on faisait la cuisson ici et on consommait. Maintenant, lorsque vous voyez les produits dérivés du blé, vous vous rendez bien compte que c'est les produits aujourd'hui qui sont les plus consommés. Je parle particulièrement du pain. Au Cameroun, les Camerounais consomment plus du pain qu'il n'en faudrait. Pourquoi pas Du pain. Vous avez dit du pain? Non, j'ai dit du pain. Et dans les sociétés africaines, le pain est un aliment particulièrement citadin. Il n'y a pas une autre manière d'expliquer ça. Ouais. C'est pour les gens qui vivent en ville. C'est pourquoi, lorsque vous voulez souvent aller au village, vous achetez du pain pour ceux qui sont restés au village. Très souvent. Voilà. Et pourtant, il y a des produits qui peuvent permettre de fabriquer du pain, mais du pain typiquement camerounais ou africain. La farine de patate, par exemple, aujourd'hui, est tellement appréciée par les pâtissiers camerounais pour le pain. Sauf que pour les exigences de marché et de quantité, il faut utiliser le blé qu'on ajoute un peu dans la farine de patate pour faire du pain. Aujourd'hui, il y a la farine de macabo qui a été expérimentée pour la pâtisserie. La farine de plantain aussi. Il y a des produits de manioc particulièrement. Il y a des produits qui permettent d'accentuer notamment notre diversifier notre production. Du blé quand même, au Cameroun, oui. On se rend compte que les importations, les chiffres d'importation sont assez énormes. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun pour ne pas s'en servir et permettre justement au marché camerounais d'en profiter? Charles Lamette parlait bien sûr de l'entreprise de la Sode Blé. La Sode Blé, effectivement. Alors, si ça mais la Sode Blé est morte depuis la fin des années 1980. La Sode Blé, elle est morte. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles expérimentations qui sont effectuées, notamment dans la Damawa, avec 200 parcelles de terre sur lesquelles on expérimente. Et 4 types de blé sont sortis et qui permettraient notamment d'accentuer la production camerounaise. Sauf que, comme je le dis tantôt, chaque alimentation même l'alimentation est culturelle. Il faut adapter l'alimentation des gens. Et la production du blé ne devrait pas suppléer ou remplacer par exemple la production du mil ou du sorgho. Très bien. Alors attention, c'est un sujet extrêmement intéressant ce matin et nous en profitons pour saluer les nombreux Camerounais qui nous regardent dans l'extrême nord du Cameroun, dans le nord et même dans la Damawa, du moins dans le Grand Nord. C'est important d'en parler ce matin. Dominique Audrey, vous pensez quand même qu'il est important et c'est de bon temps pour le Cameroun rapidement de booster, on va dire, l'industrie agricole et d'éviter d'en acheter autant pour relancer la matière du blé au Cameroun? Logiquement, Michel, parce que à part, ça fait partie de l'un des rares leviers qui pourrait supporter le développement d'un pays. Oui. Qu'on aille en Côte d'Ivoire, qu'on aille au Rwanda. Au Rwanda, par exemple, la production agricole, du moins l'agriculture, participe à 33% sensiblement du PIB et emploie 70% de la population. En Mauritanie également, ils ont axé leur développement sur l'agriculture en se focalisant sur la commercialisation et la chaîne de valeur. Pour pouvoir développer, permettre d'accroître le secteur agricole, notamment le blé, au Cameroun, il faudrait que le gouvernement s'associe aux producteurs, aux privés, disons ça comme ça, aux producteurs locaux, à ceux qui font dans le blé. Il va falloir par exemple... Au-delà même de ça, Dominique, est-ce que les Camerounais comprennent d'abord même le blé? Est-ce que le blé, comme Karine le disait, est une culture camerounaise? Est-ce qu'on se retrouve comparativement au mil, au sorgho, au riz? Est-ce que les Camerounais comprennent la nécessité du blé pour pouvoir s'y engager véritablement? Le riz est typiquement d'ici. Il y a le riz en Nord, il y a le riz en Tonga. Attendez, les Camerounais, je veux dire que c'est le Cameroun qui a commencé avec le riz ou bien on a appris à cultiver le riz? Puisqu'on cultive le riz, donc on a appris à cultiver le riz. Ça veut dire qu'on peut apprendre à cultiver le blé. Très bien. On peut sortir de ce que ça vient d'ailleurs. Et maintenant qu'on sait que c'est possible et qu'on peut le faire puisque les Camerounais en consomment, on se départit maintenant de ce que ça vient de quelqu'un d'autre. Oui. Ou bien. Donc, quand on a fini d'apprendre comment ça se fait, il est important d'implémenter. Et le gouvernement peut entrer en jeu à ce moment-là si on multiplie la délivrance des titres fonciers pour que les gens puissent pouvoir avoir des parcelles et cultiver.
qu'on approvisionne les producteurs avec les intrants, parce que là, ça peut être un problème. Si on nous annonce, puisqu'on nous a annoncé depuis le mois de janvier de cette année, qu'il y aurait 900 000 tonnes d'importation au cours de cette année, c'est problématique. Ça veut dire qu'aucun effort ne sera fait pour qu'on puisse localement produire. Et on nous parle de la diminution des importations, c'est un problème. Si on échelonne déjà les importations au cours de l'année, ça veut dire qu'on ne va faire aucun effort pour qu'au Cameroun, on puisse en produire. Donc, on doit plutôt travailler dessus, quitte à créer des pénuries en termes d'importation de blé et qu'on favorise la fabrication. Je connais des gens qui font... la culture locale. Oui, des gens qui font de la farine, des beignets avec du plantain. J'ai assisté à des foires où on vous fait manger des gâteaux avec de la farine de patate, c'est plutôt bon. Mais vous fait manger même des beignets avec les épluchures de manioc. Bon, là encore. Donc, il faudrait qu'on... On ne gêne rien sur le manioc. Vous savez que les gens sont réticents à ce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Les gens sont réticents, donc il faudrait qu'on apprenne à entrer dans les habitudes alimentaires avec. Et là, peut-être on aura un Camerounais et des Camerounais qui vont en demander encore plus. Merci beaucoup Dominique Audrey. Vous le savez, madame, messieurs, aujourd'hui, le solde, parlant tout petit peu de l'exercice 2019, le solde est déficitaire. Le Cameroun renoue avec ce type justement de résultats après avoir présenté durant 3 années consécutives des soldes excédentaires. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, en faisant le lien avec la culture du blé aujourd'hui, s'il fallait tout faire pour revenir à la culture du riz et l'intensification, bien évidemment, de ces cultures au niveau du Cameroun, où pouvons-nous arriver? Quels sont les résultats qu'on pourrait réaliser aujourd'hui? Pour en parler, souvenez-vous, René Dumont, dans un livre, disant encore, du point de vue agriculture africain, l'Afrique est mal partie. On en reparle. Allez, bon retour mesdames et messieurs, bien de choses à ceux et celles qui sont devant le petit écran. Eh bien, bonjour à toutes les femmes qui nous regardent ce matin. Pour beaucoup quand même, c'est le moment de se préparer à faire manger parce que bientôt midi. Et à midi, la petite famille également pourra en profiter. Monsieur également sera à la maison pour en profiter. On n'oublie pas de saluer ceux qui sont ce matin dans des bureaux, ceux qui nous regardent très loin du Cameroun et qui sont en fin de soirée effectivement, notamment ceux qui sont aux États-Unis. On salue ceux qui sont en Australie et qui sont très au parfum du Cameroun grâce à Equinox Télévision. Nous saluons également toute la diaspora camerounaise qui, de quelques endroits où elle se trouve aujourd'hui, prend du plaisir à nous regarder chaque jour sur les antennes Equinox Télévision. Et cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos programmes sur les chaînes YouTube ou encore sur Facebook pour ceux qui nous regardent également. N'oubliez pas, toutes nos diffusions, tous nos programmes, vous pouvez les réécouter effectivement sur les chaînes YouTube et Facebook. À l'instant, nous parlions du blé et l'importation du blé, les chiffres qui sont quand même faramineux. Et nous nous posons toutes les questions nécessaires. À quoi sert véritablement le blé au Camerounais ou tel qu'il mange le blé aujourd'hui, tel qu'il consomme le blé effectivement? Est-ce que ces Camerounais peuvent au final se dire il faut rentrer dans la culture du blé et en faire un élément capital bon Bengan aujourd'hui? 900 000 tonnes de blé sur l'année. On est en 2019. Avec 228 millions d'euros, 673. Alors, on va dire c'est de l'argent perdu déjà en important le blé parce qu'on consomme un produit forcément que nous ne cultivons pas ici. Qu'est-ce qu'on fait? Intensification de l'agriculture locale autour du blé ou on s'en écarte totalement? Vous savez, on est en plein là dans l'économie et la politique. Le plus grand producteur de blé au monde, c'est la Fédération de Russie. Et quand on parle de Fédération de Russie, c'est plusieurs États. Et cette fédération a du mal à écouler son blé. Il y a des problèmes. Quelle concurrence pouvons-nous faire avec la Russie seulement? On ne peut pas, on sera mangé, nous serons vraiment, on ne tiendra même pas le poids plume là-bas. On est au-delà du poids plume. Non, moi, je pense que c'est des secteurs économiques qu'il fallait dissoudre. Il fallait dissoudre. Pourquoi? Parce que les enjeux sont tels que nous ne pouvons pas. Même si on se mettait à cultiver du blé ici.
étant entendu que c'est arrivé, le blé, tout comme le coton que le groupe Somdia a imposé ici, c'était pour tuer l'agriculture locale. C'est comme ça qu'il faut prendre ces choses-là. C'est pour nous maintenir dans les problèmes d'assistance alimentaire. Et un pays qui ne peut pas se nourrir, c'est un pays qui est sous-développé. Vous avez cité René Dumont tout à l'heure. La France n'a que 3% de sa population qui s'occupe de l'agriculture. Or, la France mange à sa faim et exporte. Nous avons 98% de notre population qui est dans l'agriculture et nous mourons de faim. Nous n'arrivons pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Plus donc, c'est que ça. Je vous prends un cas de livres d'un même auteur, Jean-Marc Ella. Il a écrit un livre, Le cri de l'homme africain, question aux chrétiens et aux églises d'Afrique. Je l'Harmattan en 93. Vous allez dire pourquoi l'église vient faire. Jean-Marc Ella, prêtre de l'église catholique romaine, dit dans son livre que la communion qu'on fait dans les églises, là, toutes les messes, le prêtre célèbre la messe avec la communion, c'est pour enrichir les fermes de l'Occident, les fermiers occidentaux. Il dit ça, et il écrit ce livre, il était à Tokombéré, il dit, puisque on dit que c'est la parole qui vient, donc le verbe qui vient de Dieu, on peut donc faire la communion avec le mil et le sorgho. Pour là-bas. Et ici, dans le sud Cameroun, on peut utiliser le manioc et tout, puisque c'est symbolique. Quelle attaque, mon bon. Ouais, mais attendez, c'est un prêtre qui dit ça. Jean-Marc est là. Jean-Marc est là. Lorsqu'il pense que la communion, puisque la communion, c'est le blé. Et voilà, il dit c'est pour enrichir les fermiers ailleurs. Alors, et on nous impose ça parce que justement, maintenant donc, si le Cameroun voulait, il fallait donc négocier avec l'église catholique en disant que non, gars, nous on cultive le blé là, c'est pour vous fournir. Là, au moins, on aurait eu un acheteur mais non, le blé, qui est sur place. Le blé c'est peut-être la symbolique du pain. Bon, le pain, on peut donner le pain qui est le corps du Christ, hein, quand même. Est-ce qu'on ne célèbre pas l'Eucharistie, c'est pas le blé? Bien sûr, oui, mais ça symbolise le corps. Est-ce que on fait le même Dieu qu'avec le manioc, le mil ou le sorgho? Ça ne va pas symboliser le corps du Christ. Il y a une exigence que le corps du Christ ne doit être que ça doit être fin, soft et tout. Mais on peut transformer ça en soft, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, et voilà. L'autre livre encore, je cite encore Jean-Marc là. Quand l'État pénètre en brousse, ou la riposte paysanne à la crise. Justement, ces mêmes sociologues critiquent les orientations que l'État du Cameroun fait pour sa politique agraire. Qu'est-ce qu'il nous dit Il dit que, justement, est-ce que le cacao a développé nos villages? Non. Le cacao, le café non plus. Le café non plus. Quelle réforme on va donc faire? Il n'y en a pas. Parce que, justement, on a tué les coopératives. Parce qu'à l'époque, les coopératives faisaient en sorte que les populations continuent cette émulation d'ensemble. On est venu avec les GIC, on veut encore revenir au niveau des coopératives. Donc, ici, le problème, comme l'a relevé Charles Hamel, l'État perd beaucoup d'argent sur une histoire qui ne lui sert à rien. Très bien. Donc, les Occidentaux nous ont habitués, nous ont apporté des habitudes alimentaires, en fait, pour eux d'abord, mais pour nous imposer ces habitudes alimentaires. Et aujourd'hui, la semaine du cœur, c'est le 1er septembre. C'est au même moment que la semaine du sida, quelque chose comme ça. Je vous mets la main au feu. Je vous prends au défi. Du cancer, je pense. Non, le 1er décembre, c'est Journée mondiale ou internationale de VIH-Sida, quelque chose comme ça. Mais c'est suivi au Cameroun par la grâce du cœur. Ils ont une société du cœur, quelque chose comme ça. Ils vont vous dire, je suis convaincu, je ne suis pas du corps médical, que le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle augmente parce que nous avons une alimentation occidentalisée. Merci. Donc, laissez le blé. Il y a le manioc et tout, mais le problème, je suis d'accord. Oui, mais je suis d'accord avec Salam. Comment ces importations du blé, là, avec tout l'argent qu'on prend, c'est tout. On multiplie les boulangeries partout, on n'expérimente pas le manioc, la patate et tout. L'État perd l'argent. L'État perd beaucoup d'argent. Charles Hamel, avant qu'on ne revienne à Bonbon, mais quand même, on peut explorer d'autres pistes quand même, non? Par rapport au blé. Monsieur Michel, on mange du pain, chaque Camerounais mange du pain.
comme Karine l'a très bien dit, peut-être pour ceux qui sont en ville, parce que dans les villages, il n'y en a pas assez. Mais il y a lieu d'industrialiser d'autres secteurs. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du manioc bonbon. Vous savez, Charles, on ne jette rien sur le manioc. Et il y en a qui font des beignets à base d'épluchures de manioc aujourd'hui. Mais moi, j'ai mangé un beignet manioc. Non, pas les beignets manioc, pas les tintins. J'ai dit ça, le manioc, justement, on fait les gâteaux. Moi, j'ai célébré mon mariage avec le gâteau. Le gâteau de manioc. Le gâteau de manioc. Le mythoma. Non, gâteau de manioc, on l'a fait justement comme votre blé. Gâteau de manioc était bien assaisonné et tout. Je n'aimais pas le gâteau, mais ce jour-là, moi-même, je me disais que le mariage ne devait pas finir parce que... Mais tu as la parole. Monsieur Michel Ngatou, l'optique dans laquelle s'inscrivait la politique du président Amadou Ahidjo, c'était une politique de domination de la sous-région. Quand on vous dit que la première année, on a fait 18 000 tonnes, on livrait en Guinée équatoriale, on livrait au Sénégal, on livrait Qui livrait le Cameroun? Le Cameroun vendait. Ce n'était pas une production c'était une production pour commercialisation. Avec la à la sous-région. Oui, la sous-blé. On produisait et on vendait, monsieur Michel Ngatou. Ça suppose que le Nigeria passait sa commande au Cameroun, le Burkina Faso au Cameroun, le Sénégal. On vendait 18 000 tonnes. On est allé en 3 ans, on a fait 125 000 tonnes, monsieur Michel Ngatou. D'où vient-il qu'on ferme lorsque l'entreprise se portait pour le mieux? Nous avons l'assembly. Le rôle de l'assembly, c'était livré au Cameroun et livré dans la sous-région Afrique. C'est à peu près ce qu'on est en train de décrire avec l'énergie où on dit, au lieu que les Camerounais consomment, des voix s'élèvent pour dire que c'est plutôt dans les pays voisins que les gens se retrouvent plutôt à commercialiser. Pareil pour le sucre. Non, on avait besoin. Regardez aujourd'hui, si on se retrouve à importer pour plus de 228 millions, monsieur Michel Ngatou, ça suppose que toute l'alimentation, désormais, repose sur du blé. Uniquement. Bon, on a parlé tout à l'heure de la multiplication des boulangeries. Les boulangeries naissent désormais comme des bars. Les supérieures naissent comme des bars. Vous entrez, ces gâteaux par-ci, ces langues de chat par-là, ces gaufres. Vous vous rendez compte, vous êtes saturé par du blé. Oui, je suis d'accord qu'on injecte d'autres choses, mais comment est-ce qu'on fait puisque les gens ont déjà pris goût à ce type de consommation? Est-ce que relancer, comment on va dire, relancer avec des micro-projets en disant, bon, c'est le paysage expérimenté, on met un peu pour que les gars se lancent dans le blé, on va dans une autre zone, on se lance. Vous êtes allé à Ouassandé, c'était dans l'extrême nord, c'était à Ouassandé, le centre d'expérimentation de la sauce de blé. Vous avez vu les images de la sauce de blé? C'était des caterpillars, c'était des tracteurs, les machines sont encore là, monsieur Michel Ngatou. Elles roulent au soleil. On a acheté des machines de dernière génération à cette époque parce que le projet voyait grand. On devrait revenir donc à ceci que, au lieu d'importer, il faut plutôt développer des niches. Le Sénégal aujourd'hui, c'est le blé, c'est le sorgho, c'est le mil. Le Burkina Faso, c'est le sorgho, c'est le mil. Hier encore, vous avez vu des gens qui sortaient, vous vous rappelez d'un peu partout, le soir, tous ceux qui rentrent achètent 30 pains pour la maison, 20 pains pour la maison, les gâteaux pour les enfants. Regardez la façon avec laquelle on consomme. Et on va se plaindre qu'il y a l'appendicite parce qu'on prend ce qui est importé. Or, ici, on avait développé, monsieur Michel Ngatou, on avait expérimenté une nouvelle souche de blé. Je pense qu'on doit revenir à cela plutôt que de se retrouver à dire aux gens, nous allons injecter X, on va injecter Y, on va importer le blé pour faire ci, pour faire ça. Non, on peut le faire sur la base, faire renaître l'entreprise comme ça. C'est à croire, Charles Amel Mbathio, aujourd'hui, que pour sauver le Cameroun et sauver son économie, il est important de se réinvestir dans l'agriculture. Malheureusement, la sauce des blés, dont vous faisiez écho à l'instant, dans la colère, est morte. On est à près de plus de 900 000 tonnes quand même de blé importé sur une année. C'est extrêmement grave, avec des pertes économiques majeures. Et on se demande, est-ce que l'entrepreneur en chef, lui, il est là, il comprend ça? Est-ce que le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire comprend ça? Est-ce que le ministre de l'Agriculture comprend ça? Oui. Est-ce que le ministre du Commerce comprend ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec les accords d'APE, regardez les accords des APE, vous êtes en train de vous rendre compte comment le terrain camerounais est en train d'être investi, est en train d'être gagné. Ça suppose que vous qui parlez tout à l'heure de manioc, de beignet, vous pensez que celui-là va exister où?
pendant qu'on recrute 250 personnes, on tue 2500 entreprises. Donc, les entreprises ou les Africains qui ont signé des accords de partenariat économique API, ACP aujourd'hui ont fait une grosse bêtise. On met l'accord de coût. Voilà, il faudrait justement que ces pays... Mais l'accord de coût, on n'a forcé aucun pays, bon Bengal. Vraiment, pourquoi on ouvre ce chapitre? On n'a forcé aucun pays à signer ces accords de partenariat économique aujourd'hui. Parce que si les pays africains souffrent, les peuples africains souffrent aujourd'hui parce que vous ouvrez le marché en disant il y aura des droits, vous appelez quoi, les droits d'assises, on va faciliter justement l'importation et l'exportation des produits d'une zone à une autre. Ce que vous exportez est vraiment minable. C'est minable, vous n'avez aucune industrie. Alors, l'Occident, si vous voulez, l'Union européenne a tout justement pour pouvoir imposer ce qu'ils ont sur le marché chez vous. Oui. Vous ne produisez rien, malheureusement. Mais il faut dire que les ACP ont accentué, les APE ont accentué aujourd'hui le phénomène notamment de la brocante. Et puisque la brocante commence à être insuffisante parce que c'est comme une manière de se débarrasser des déchets, de ce qu'on n'utilise plus, maintenant on vous offre des espaces qui vous permettront d'avoir du neuf et de penser que vous êtes différent des autres. Et ça va créer encore un autre clivage au sein même de la société. C'est-à-dire que dans notre société même, il y aura des personnes qui sont à même d'aller dans ces endroits-là et des personnes qui iront dans nos marchés. Et dans nos marchés, qu'est-ce qu'on nous servira? Ce sera les restes de... Ça va tuer, M. Michel Gachou, le génie africain. N'allons pas par 10 chemins, ça va tuer l'agriculture camerounaise. On cherchait comment... Elle est déjà morte. Non, mais quand je dis ça, on va enterrer définitivement l'agriculture camerounaise. Puisqu'on en parle ce matin, le sujet est assez important qu'il faudrait qu'on se comprenne très bien. Est-ce qu'on a le ministre ou bien le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'ils comprennent le message qu'on renvoie ce matin? Est-ce que... vous croyez que les chiffres ne veut réagir? Oui. Est-ce qu'ils comprennent ce message? Avec la réglementation, lance la Sodeblé, on dit par exemple, à travers les accords de partenariat, vous n'importez plus le blé de chez vous, vous achetez le blé sur place et vous le transformez à votre grille. À votre grille, vous allez vous rendre compte que déjà ce sera un premier pas. On vous interdit d'importer des fruits, les fruits de certains types. En fait, tout vous allez vous rendre compte. On vous demande de mettre aux premières loges les produits africains, les produits locaux. D'abord, sur les premiers. C'est des solutions que vous proposez en même temps. Quand vous arrivez là-bas, les produits locaux sont soit au fond, derrière, les produits des pays. Bon, Bengan veut réagir. Ces ministres le comprennent mieux que vous, monsieur Ngachou. Mais ces ministres sont dans l'orientation des classes sociales. Je te dépasse. Moi, je peux acheter un pain de 150 grammes, même s'il coûte 10 000, pour montrer que je suis quelqu'un. Voilà l'option qui oriente les politiques économiques de notre pays, de notre gouvernement. Le complexe. Oui, complexe. C'est un complexe de supériorité, d'infériorité. Absolument. On n'en a rien à foutre que manger du pain, je ne sais pas trop comment. Et pourtant, on a des produits locaux qu'on peut consommer. C'est pour cela que ces mêmes ministres vont acheter une cuisine. Importer d'Italie alors que le bois est venu de son village. Elle l'achète à 5 millions pour montrer que ma cuisine est donc, oui, les autres, mais pourquoi ne peut-il pas? Vous avez posé la question aussi dernièrement également. S'il veut un salon Louis XIV, il n'a pas de menuisier camerounais qui puisse lui fabriquer un salon Louis XIV. Mais il préfère envoyer le bois là-bas et acheter les potages. C'est la même chose qui se passe ici. Très bien. Justement, et c'est pour ça que Aïdjo jonglait. Il ne voulait pas mettre Paul Biya. Là, c'est un autre problème. Mais comme il savait qu'on peut lui faire un coup d'État, il jonglait, il ne l'a pas mis au comité central de l'UNC, même le dernier congrès de Bafoussam en 80. Il a dit aux Français, non, je vous le dis, puisque j'ai ces confidences-là, oui. Houphouët-Boigny, Senghor, Léomba, après Léomba, Bongo, ils ont dit au Gabon, Léomba du Gabon, et après lui, Bongo, Omar Bongo, ils ont dit aux Français, faites chez nous comme chez vous. Et Aïdjo leur a dit, non, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Donc, quand ils avaient mis des choses qu'ils avaient mises en place dans les années 50 et l'accompagner dans le premier plan quinquennal 60-65 pour mettre en place certains nombres, ils ont dit quand même, non, le blé, il faut, Aïdjo a dit d'accord. Si je les attaque ici, peut-être que je ne vais pas passer 2 jours au palais. Donc, il a donc fait l'orientation que Charles Hamel vous dise là maintenant. Et après,
Quand il commence donc à prendre ce que j'ai entendu, ce terme du JICAM dernièrement, et ça m'a plu, il faut que les termes comme ça commencent à jaillir, nationalisme économique. J'ai entendu le JICAM parler de ça. Donc, il y avait donc ce côté nationalisme économique vos ministres d'aujourd'hui, le patriotisme économique, ce que vos ministres aujourd'hui ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que le problème, et Charles Amel a développé aussi, parce qu'il faut lier tout ça. Ça m'apporte quoi pour mon truc? Dans les importations, comme des... Oui, ma part, c'est dedans, c'est combien? Et c'est ça, donc, il n'y a rien de politique économique soutenue ou sur le plan agricole ou ailleurs qui puisse nous permettre de booster. C'est pour cette raison, effectivement, qu'on peut vous dire on va limiter les importations de friperies, mais développer alors le textile local et les... Alors, on en profite justement ce matin pour adresser un message sympathique à M. Luc Magloire Tangana, le ministre du Commerce camerounais, qu'il comprenne en réalité que s'il valide les importations du blé, on parle de 900 000 tonnes quand même sur une année, qu'il soit conscient que même dans son propre village, l'Occident voudrait que tout le monde puisse consommer ce qui vient de l'autre côté. Même le coq qui mange très souvent, il risquera de plus les manger. Son fils va prendre l'avion ici, quelque chose. Il va acheter le pain en France, il reviendra prendre le petit déjeuner. Si le soir il y a un manque, il prend encore l'avion. Oui, Charles Batou. Le ministre Magloire Tangana est parti de la PHP. On le présentait comme le spécialiste de la banane. Celui qui allait venir résoudre le problème de la banane camerounaise. C'était c'est de là qu'on ils oubliaient que la première entreprise à liquider au Cameroun, c'était l'Office camerounais de la banane. Au moment où la banane camerounaise était plus prisée, c'était la banane la plus prisée dans le monde. Lorsqu'il prend le ministère, on vend la banane à combien aujourd'hui? C'est facile désormais de manger la banane. Il pérennise les intérêts des étrangers. La situation, c'est plutôt mais c'est important justement de le dire aux Camerounais que si ça ne change pas, les Camerounais doivent savoir exactement ce que pose le problème. Comme on l'a très bien dit, ces autorités, ces ministres qui peuvent penser le bien du Cameroun pérennisent plutôt, bien évidemment, le bien. Le comptoir colonial. Lorsqu'on se retrouve en pleine crise, Michel, en Europe, il se retrouve en pleine crise. Il y a surproduction. Il faut écouler les produits. On va écouler ces produits où? En Afrique, il y a une présence française. En Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Stopper la production de blé. Il y a surproduction. Allez fouiller, vous allez vous rendre compte. On a commencé par planter toutes les entreprises prospères, organiser des traficotages, des sabotages. Toutes les entreprises sont mortes. Ils ont commencé à importer. C'est pas aujourd'hui qu'on importe. C'est lorsqu'on a créé ce phénomène de crise économique dans les années 80, ils ont tout bloqué, tout arrêté, tout tué, et ils ont commencé. C'est pour ça que je dis que lorsque la France essaie de mettre une idée, c'est plutôt les politiques africains, au lieu de se braquer, comme on le dit souvent en se demandant, mais pourquoi ils veulent nous obliger à aller là, vers tel? On vous dit de ne pas subventionner votre agriculture. Pendant que chez eux, ils subventionnent l'agriculture, et ils vous retrouvent en train de consommer. Et de dire, oui, on fait la concurrence. Mais non seulement, c'est très grave que l'on sache que l'Europe, que l'Occident refuse que les Africains subventionnent leur culture. Il faut bien sûr le dire aux Africains aujourd'hui. Il faut que chaque Camerounais de l'endroit où il est, puisque nous parlons étant au Cameroun, que vous sachiez que les Occidentaux, et vous savez le Cameroun, le pays qui a la même issue du Cameroun, ne veut pas que nous au Cameroun nous subventionnons notre agriculture. Alors comprenez justement que l'ennemi est connu. L'ennemi ne voudrait pas qu'on mange, l'ennemi ne voudrait pas qu'on soit tranquille. L'ennemi tente de tout faire pour pérenniser son comptoir colonial chez nous en Afrique. Au-delà justement de cette question, puisqu'on parle du blé ce matin, et malheureusement on n'a pas assez de messages, je ne sais pas pourquoi les connexions ne sont pas très bonnes ce matin pour vous lire véritablement. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas le plus important, que le ministre de l'Agriculture comprenne les voix camerounaises qui se lèvent un temps soit peu se disent quelle est ma fierté, quel est mon apport. Malheureusement, vous le savez, ils n'ont peut-être pas les mains libres. Est-ce qu'il y a des accords qui vous empêchent? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? J'ai échangé récément avec quelqu'un qui est d'ailleurs un chercheur à l'IRAD là-bas qui me disait que le Cameroun a tout pour s'enrichir et devenir une économie particulière parce que vous avez le soleil, vous avez l'eau et vous avez les terres. 3 grandes valeurs pour changer l'économie du Cameroun. Il vous reste un peu de terre.
Non, on a encore les terres. Hein? On avait fait l'inventaire ici. Il n'y a plus de terre. On avait fait l'inventaire. Vous avez donc tout ça. On a tout ça, maman. Et puisque vous n'avez pas de volonté politique pour vous épanouir, vous faites comment? Vous restez là. Et il n'existe pas de point stable en économie où vous régressez, où vous évoluez, vous progressez. Parce que quand vous stagnez, vous n'êtes pas en train de faire. Voilà. Vous êtes au point 0. 0, c'est nul. Je pense que vous qui avez fait l'école. Donc finalement, on mangera du blé partout. Même la connexion là, s'il y avait une politique et des éthiques pour que Camtel puisse prendre des choses et que les autres multinationales viennent s'accrocher pour que ce soit Camtel qui donne des orientations, on n'en serait pas là. Merci. Mais on fonctionnarise les employés de Camtel, on les met sous la coupe de un moment. Vous voyez, il n'y a pas de bonne orientation économique, de politique économique. Voilà, on va quand même prendre quelques messages que nous avons ce matin. Et Dominique Audrey, ça marche pas les messages, hein. Vous pouvez y aller, Dominique, rapidement. Vous les avez justement sous vos yeux ce matin. Ok, Maurice Israël Malan nous dit que le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais. À qui donc? À qui donc? À côté de ça, il y a Alex Ngounou qui nous dit que on a un nouveau centre commercial là qui fait 85% de produits importés. C'est les AP. Oui. Voilà. Il y a Simon Pierre Mbengang qui nous dit on ne promeut pas le Made in Cameroun pour faire plaisir aux populations. Soyez compétitifs sur le marché et les choses se feront toutes seules. Je suis tout à fait d'accord. Permettez que je l'ajoute un mot. Cher ami, d'abord, je prends que là vous lisez les livres. Vous avez mal compris. Dites-moi, je vous mets au défi. Parce que les théories qu'on vous apprend à l'école qui sont fausses, on vous dit il y a autorégulation des marchés. Ça n'a jamais existé depuis l'histoire de l'humanité. Les marchés ne s'autorégulent pas. Donc ce phénomène de allons en compétition alors que là-bas l'Union européenne finance, subventionne son agriculture et refuse, vous contraint à ne pas le faire ou sinon à dose homéopathique, vous dites ah oui, c'est la libre concurrence. Ça entre justement dans les 10 points de consensus de Washington qui encadrent ce que vous appelez la mondialisation. C'est faux. Merci. C'est faux. Vous ne pouvez pas aller en compétition. Aujourd'hui, c'est comme si vous me dites oui, vraiment, Caïman de Douala peut battre le Brésil à la prochaine Coupe du Monde. Mais attendez. Merci, Bonbon Bengan. Oui, Jean-François Fouda nous dit que là où le bas blesse, c'est que l'agriculture est déjà morte. Nous dit-on. Pourtant, notre banane de Ndjembe est mise sur emballage pour... Ok, c'est Ndjembe. Est mise sur emballage pour l'Europe. Pour la France précisément. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est justement au regard de cela qu'on a donné aux Américains de Del Monte. Quand ils prenaient la banane, ils s'arrangent avec les amis français. Là où sortait le ministre du Commerce. Parce que ces choses-là, il faut les dire. Au moment où la banane camerounaise est plus prisée au marché mondial, pourquoi le Cameroun ne prend pas l'option de vendre sa banane et engranger des devises? On lui dit, mes chers amis, ce n'est pas l'option que nous prenons, vous faites ci, vous faites ça. Okay. Je crois que Jean-Bernard Tetmen Gongan à M. Mbachou, il n'y a jamais eu de génie africain. Il fallait juste s'adapter au modèle occidental avec notre spécificité. Malheureusement, nous sommes attelés à notre méchanceté, nos incapacités et nos ADN de corrompus. Non. Lui, il analyse les conséquences. Nous sommes au niveau des causes. Il n'y a jamais eu de génie africain. D'accord. Il y a eu des génies occidentaux. Oui, il dit qu'il n'y a pas de génie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de génie occidental. Donc, si les Occidentaux ont pu faire quelque chose avec la spécificité qu'on a d'être africain, on pouvait juste ajouter à cela. Je dis non, qu'ils lisent les accords de coopération que nous avons signés 6 jours avant l'indépendance du Cameroun et ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'on vous met le pistolet à la tempe et on vous dit signez ici. Après demain on vous dit venez. C'est comme si vous me dites, monsieur Tetmen, que oui, le jour où le lion va dire à l'antilope qu'aujourd'hui on va faire la paix, l'antilope aussi va commencer à chambouler que vraiment même si j'ai faim n'importe comment je ne pourrai pas te dévorer. L'antilope aussi va se mettre à chanter, à danser. Merci à vous. Et qu'il est l'ami du lion. Restez des notes, mesdames et messieurs, chez Equinox Télévision. On est censé prendre une pause, que non, voilà. On va certainement évoluer
avec d'autres messages ce matin. Dominique Audrey, rapidement, oui. pour le bien-être Oui. des téléspectateurs. Vraiment, cela ne nous avantage en rien d'importer les produits camerounais, et si on continue comme ça suppose qu'on doit tout fermer parce qu'au final, on importera tout. Et on n'aura pas d'entreprise. La revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Karine Santia, qu'est-ce qui a fait le buzz sur la toile ces dernières 24 heures? Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cet accident de grumier sur la route Ebolova-Ambam qui a eu lieu le 16 novembre dernier aux environs de 16 h au lieu-dit à Soseng. Et cet incident a ôté la vie à un homme, un pasteur et son épouse. Et selon des informations, il y avait aussi un enfant parmi les victimes. Et l'église à laquelle le défunt et son épouse appartenaient, ainsi que sa famille, exige que l'entreprise en question prenne l'entière responsabilité des 8 enfants laissés par le couple. Et d'autres analyses aussi révèlent que c'est depuis 2014 qu'il y a une interdiction sur la circulation des véhicules de ce type, de gros calibre, c'est comme ça qu'on appelle ça, à partir de 22 h, mais celui-ci était là en pleine journée. Comment est-ce qu'on explique cela? Et là, c'est des images également qui ont fait le tour sur de la toile, une vidéo qui explique vraiment le drame et qui montre l'état dans lequel se retrouvaient les victimes après que cet incident. C'était 2 billes de bois particulièrement qui ont lâché le camion et qui se sont retrouvées sur les populations. Allez, merci beaucoup Karine. Lorsque le bois tue au Cameroun, hein, Dominique Audrey, lorsque le bois tue aujourd'hui au Cameroun et tue sur nos axes routiers aujourd'hui, comment est-ce qu'on comprend ça? C'est très grave, non? Michel, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne devrait même pas expliquer parce que ce genre de choses ne devrait pas arriver. D'aucuns diront certainement que l'erreur peut être humaine et tout ça. Mais comme beaucoup de Camerounais, certainement, moi j'ai la phobie de ces camions-là avec ces fils. On a parfois l'impression que passer à côté, ça peut lâcher à tout moment et visiblement c'est ce qui s'est passé. La grosse chaîne là a lâché et voilà une famille qui a été décimée, enterrée de la sorte. La question que je pose, vous avez mentionné hier que malheureusement, la circulaire qui interdisait aux conducteurs de gros porteurs de se déplacer entre 6 h et 21 h avait été annulée quelques heures après. Mais pourquoi annuler, étant entendu qu'on peut considérablement réduire le nombre d'accidents? Moi, j'ai lu des commentaires sur la toile où des gens disaient que même si on réduit, les gens mourraient toujours, que c'était un problème de route. Mais il y a moins de taxis pendant la nuit qui roulent. Il y a moins de motos pendant la nuit qui roulent. Et là, on a plus de grosses voitures. Donc, il faudrait peut-être qu'on recommence avec ça. Et qu'on s'assure vraiment qu'il y ait de véritables contrôles au moment je ne sais pas si c'est l'embarcation. Quand on emballe, on attache. Il fallait dire à celui qui vous a posé la question que quelqu'un a pris l'engagement de faire des routes. Pourquoi n'a-t-il pas fait des routes? Et justement, s'il a pris l'engagement de faire des routes en 2004, c'est qu'il savait qu'il n'y avait pas de route. Ouais. Celui qui la politique des grandes ambitions avec comme priorité l'infrastructure routière. Ouais. Donc, s'il n'en a pas fait, on doit tirer sur lui. C'est lui qui doit nous donner des routes et pas quelqu'un d'autre. Les routes, j'ai même entendu les termes du genre enfant de la rue. Je ne sais pas dans quelle maternité la rue a déjà enfanté. Il n'y a pas de route. Le gouvernement doit nous donner les routes. Le chef de l'État a promis les routes. On doit lui demander de nous donner des routes. Deuxièmement, il y a une autorité traditionnelle, je pense, un chef qui a dit au sous-préfet, le bois ne sort pas, vous abîmez nos routes et tout. Et on a dit, ah oui, elle ne devrait pas. Voilà la situation, nous sommes là dans le sud. Elle ne devrait pas, et pour voilà. Booster, on a pris justement un engin, les engins lourds, qui a failli justement écraser les populations à 4. Et quand voilà, elle qui est l'autorité responsable. Et là, sous le regard du sous-préfet justement à la localité. Donc c'est les autorités administratives qui participent à la dégradation de l'axe routier que nous avons. Et les populations, vous voyez, un pasteur, sa femme et leur enfant peut-être sortir de l'hôpital, comme on dit, on ne sait pas encore, ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien précisément parce qu'on laisse les grumiers aller n'importe comment. On vend le bois
les gens mettent de l'argent dans la poche, et on détruit les routes, on ne construit aucune école, aucun centre de santé adéquat, et ils vous tuent même maintenant. Cher Amel, lorsque le bois tue aujourd'hui, on a l'axe Yaoundé-Douala où chaque fois, d'ailleurs encore il y a 2 ou 3 jours, si je me souviens sont bons, il y a encore eu des billes de bois qui sont retrouvées sur la chaussée. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. C'est permanent. C'est permanent. Qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne qui? On appelle qui? On interpelle qui dans ce cas-là? On interpelle le ministre du Travail. Nous avons un ministre du Travail et de la sécurité sociale. De la sécurité sociale qui a la charge de veiller sur la qualité du travail décent, parce que c'est les thématiques qu'il nous prend chaque année, le travail décent, les droits du travailleur, l'impact du travailleur, le rôle, tous ceux qui sont sur les différents usagers, comme ceux transportant de bois, véritablement sont des travailleurs. Est-ce que vous avez, quand vous regardez en Europe, vous allez vous rendre compte que les remorques qui portent le bois sont pratiquement à 3 niveaux, sont scellés à 3 niveaux, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, et à l'intérieur on charge le bois. Regardez la structure des bois, des remorques qui portent le bois ici au Cameroun. Cette structure ne protège que les tours, c'est-à-dire les 2 billes de bois qui sont posées. Vous vous rendez compte qu'on ajoute 1, 2, 3, 4 et on met des chaînes. Quelle est la force, quelle est la matière avec laquelle sont conçues ces différentes chaînes qui peuvent retenir le bois qui pèse plus de 20 tonnes avec ces routes, avec ces nids de poules que nous ne cessons d'avoir? Ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser. À plusieurs égards, M. Michel Ngachou, j'ai été témoin sur l'axe de Elf village, j'étais témoin, M. Michel Ngachou, d'un moindre mouvement qu'a fait le chauffeur et un côté de la chaîne a lâché, un côté arrière a lâché. Au marché central, j'ai été témoin, M. Michel Ngachou, parce qu'il y va de même pour le transport des conteneurs, d'un conteneur qui s'était écrasé sur un taxi. Dieu seul sait comment la femme qui avait survécu, la seule d'ailleurs, a réussi à survivre dans ce taxi. C'est pour dire que nous avons un laisser-aller. Nous vivons dans un laisser-aller dans ce pays où il y a une complicité manifeste entre le ministère du Travail et les employeurs. Parce que quand vous regardez les entreprises, quand vous descendez sur le terrain, vous vous rendez compte que l'entreprise n'a pas le droit pour ce type de remorque à mettre 4 billes. Mais elle réussit à mettre 4 billes. Lorsque le policier, le commissaire sur l'axe interpelle le véhicule, le camion, le chef de poste routier en disant station, on dit ne bouge pas. C'est quel commissariat, c'est quel peloton vous donnez, le téléphone, votre téléphone sonne, on vous dit monsieur, vous avez 30 secondes pour disparaître comme fantomas. Si vous êtes encore là devant, vous allez voir ce qui vous arrive. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Vous allez accuser qui? Ce sont eux qu'il faut accuser, monsieur. On a l'impression que dans ce pays, à un moment donné, peut-être, non, c'est pas seulement l'argent de Dominique Audrey, mais c'est comme si pour redresser ce pays, il faut mettre les gens au poteau. Est-ce que vous savez qu'entre 2015 et 2016, dans les corridors de Yaoundé, il y avait un honorable qui était dans le bois. Chaque fois qu'on interpellait ces camions, il arrivait avec l'arme, c'était le fusil à pompe, monsieur Michel Ngachou. Oui, mais posez la question. Oui, il était un honorable député. Il arrivait avec des fusils à pompe. Vous avez stoppé en tant que qui? Peut-être dans ce pays, à un moment donné, Charles a même battu, je le dis encore, et puis on a mon vision. L'impression que se dégage, ou les idées qui peuvent naître, c'est que pour redresser ce pays, peut-être faudrait mettre des gens au poteau en vrai. Qu'est-ce que Rawlings a fait au Ghana? C'est ce qu'il a fait au Ghana. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir même laisser 1 franc de quelqu'un, on réfléchit. Regardez le problème de la monnaie. Ça fait combien d'années qu'on souffre du problème de la petite monnaie au Cameroun? Ça a déjà dit quoi à qui? Donc les accidents, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui se nourrissent du malheur des gens. C'est-à-dire en journée, vous voyez, pendant que vous êtes à l'heure actuelle, tout ce week-end sur l'axe, vous voyez 6, 7, 8 grumiers, c'est-à-dire des camions portant des grumiers qui sont alignés en train de sortir. Il avance 1 minute, il freine. Quand il freine, vous entendez, pop,
vous voyez la personne, vous démarrez vous-même, vous allez garer en disant que mieux parte avec sa malchance. Donc, vous voyez, c'est dans cet état que les gens sont. Comment est-ce que le gars a fait, quelle manœuvre le chauffeur lui a fait pour que ça tombe, ça écrase. Là, vous voyez, vous voyez les corps couchés, mais c'est sur la broussaille. Donc, je crois qu'il y a il doit y avoir une responsabilité qui devrait être engagée. Merci. Et nos dirigeants devraient la porter véritablement ça sur eux. Karine Santia. Dimanche vers 1h, une jeune étudiante de 22 ans s'est fait poignarder à mort par un mototaximan devant le portail de sa maison. Selon le témoignage, le conducteur de mototaxi l'a conduite de Etoudi à son domicile. Il était environ 1h du matin et c'est devant le portail que la jeune Rosalinda s'est faite poignarder dans le cou et a rendu l'âme. L'insécurité au Cameroun, la criminalité, les meurtres, on ne parle même plus d'accidents. Qu'est-ce qui fait que ce soit grandissant? Et qu'aujourd'hui, que ce soit à Yaoundé ou à Douala ou dans d'autres villes, les capitales du Cameroun aujourd'hui, si vous voulez, on a des grandes capitales mais d'autres villes, que nos enfants meurent de la sorte, que nos petites sœurs soient poignardées de la sorte, que nos frères également soient morts brutalement, sauvagement parce qu'il y a une criminalité. On s'en souvient qu'il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale s'est réuni à Yaoundé aux côtés des 10 gouverneurs des régions et il en sortira avec une proposition concernant les fêtes de fin d'année qu'ils feront tout pour sécuriser le Cameroun lors de ces fêtes de fin d'année. Mais avant même d'en arriver aux fêtes de fin d'année, est-ce que le ministre attend quand il se rend compte qu'on tue des gens tous les jours dans les quartiers aujourd'hui, qu'il faudrait forcément qu'il interpelle au plus vite les gouverneurs, au plus vite les préfets, les sous-préfets, pour qu'ils disent exactement qui sont ceux qui tuent nos enfants aujourd'hui, qui sont ceux qui tiennent la manivelle. Est-ce que c'est raisonnable? Comment cette petite fille en est morte aujourd'hui? Vous savez, les images font le tour de la toile et ça choque énormément. On n'a pas jusqu'à présent, on n'a pas mis la main sur les criminels. On se demande, est-ce que la police camerounaise était là? Est-ce que les fins limitaient la police? Est-ce que le renseignement fait son travail? Qui sont ceux-là qui ont tué cette petite? Dominique Audrey, lorsque la femme meurt, comment se comporte? De la sorte surtout. On lui offre une sépulture digne de ce nom. Une sépulture digne de ce nom. Déjà, au moins, il faudrait arrêter les commanditaires. Non, il ne faut pas les commanditaires, mais ceux-là qui ont posé l'acte. Oui, mais il faudrait que sa famille continue. Il faut qu'on l'enterre. Et maintenant, pour ceux qui sont en train de vivre, pour nous autres, parce que ça peut arriver à n'importe qui, il faudrait, puisque c'est pendant la nuit, je crois c'était au sortir de l'école, il faudrait qu'on... Vers 1h. Vers 1h. Bon, maintenant, il faut comprendre. Dimanche. C'est quoi cette école qu'on fait à des heures tardives? Bon, disons simplement que c'était une virée. Une virée, simplement. Ok, si c'était une virée, c'était pas l'école. Mais maintenant, il faudrait qu'on multiplie les comités de vigilance dans les quartiers. Vous savez que généralement, ils se postent aux différentes entrées du quartier. Donc là, s'il y a une moto, il faut comprendre. Si c'était simplement une moto qu'elle a prise, qu'il a laissée à la maison, quel était l'intérêt pour le mototaximan de lui faire du mal? Ou bien on est tenté de se dire que c'était autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on dise que ça a été le propre de la moto qu'il a transportée va jeter l'opprobre sur le corps des mototaximans. Donc il faudrait qu'il y ait une enquête qui soit mais au-delà quand même, nous respectons les mototaximans, oui. Mais il va quand même falloir dire que ce corps infiltré de bandits, de brigands, et à tout moment, les gens payent le prix. Bon, Bengam veut s'exprimer. L'infiltré, je ne sais pas si c'est le mot exact. Première chose, un colonel retraité. Il a été commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Monsieur Bobo Ousmanou a fait des sorties dans la presse. Plusieurs sorties, notamment relayées par l'Aide du Sahel, où il demande aux autorités administratives de multiplier et comment entretenir leur comité de coordination des opérations. Ils ont beaucoup de trucs là-bas et qui n'étaient plus appropriés. Oui. Deuxièmement, il a parlé de ce que nous savons tous, cet exode rural, un certain nombre de choses, et que l'orientation sur eux, qui sont les éléments de force de maintien de l'ordre. Mais pour ce cas précis, au risque d'indexer certains pays, je pense que ça ne peut pas créer une crise diplomatique.
nous avons des mototaximens qui n'ont pas de carte d'identité. Ils viennent de Centrafrique, du Tchad notamment. Parce que je pense qu'ils en avaient ici au lieu dit Bonaloka, ils en avaient là. Il a fallu que, je pense, l'actuel gouverneur du Sud-Ouest, quand il était préfet ici, M. Okaliabila, il s'est insurgé contre ces ressortissants des États voisins qui faisaient un certain nombre de choses ici, qui n'étaient pas du tout bien. Et à un moment donné, même circuler dans les rues d'Aqua, un dimanche, était compliqué. Donc, que font les forces du maintien de l'ordre? J'avais dit, on cultive les microbes. Quand on parle de microbes, de ceci, on les cultive. Et on ne reste pas seulement microbes. Il y aura des virus, il y aura des abeilles, il y aura. Donc, vous voyez quelle est la stratification de la délinquance dans notre pays. Et pourtant, nous avons les forces du maintien de l'ordre qui on peut faire, vous l'avez dit, le renseignement, la police préventive et tout. Ils ont tous les arguments et la formation pour le renseignement, il faut le dire, ce n'est que lorsque nous sortons d'Equinox Télévision, lorsqu'on veut rester manger, lorsqu'on va s'asseoir au restaurant, le temps de prendre de manger, ils sont tous autour de nous. Ils nous suivent partout dans les rues. Ils veulent savoir exactement où vous vivez. Le renseignement, c'est dans les taxis. Lorsque vous entrez, on vous le connaît. Et on vous salue, et puis on veut même payer vos taxis, c'est qui est gentil. Mais très sur le renseignement, c'est même autour de vous, parce que lorsque vous entrez chez vous, mais c'est bien dommage que vous suivez les journalistes en longueur de journée. Les journalistes de Télévision, on vous identifie même, mais vous faites les suivre. Non, le terme c'est quoi? Ils sont les ennemis de la patrie. Voilà donc les ennemis. Donc, on a besoin justement du renseignement sur des cas pareils lorsqu'on tue les enfants, et que le renseignement puisse s'exprimer. C'est venir, quand on filme les émissions d'Equinox, lorsqu'on est au bas de l'immeuble, tout le monde est là. On les identifie, on les connaît, ils sont là tous les jours, mais ils ne font que venir. Voilà. Vous êtes au restaurant. Limbillo sort pour aller dans le but, ne peut pas le faire, on poignarde là. Et un avocat comme du maître Gérald Volbert, il dit il est poignardé. L'étudiant qui sort peut-être leur demander l'argent pour payer sa pension académique. Il n'était pas ce qu'il a trouvé, l'oncle ou la tante ou pas, parce qu'il y a eu, il pas pour bien, on poignarde, c'est pas possible. C'est bien grave. On va lever Karine Santia. Vous avez quand même des sujets pour nous ce matin concernant cette revue des réseaux sociaux, mais surtout les réalités qui entourent ce sujet-là ce matin. Il y a 13 repris de justice qui ont été arrêtés par la gendarmerie nationale spécialisée dans le braquage en main armée dans les centres de distribution des brasseries des Kribi, Ezekan, Konsamba, Olembe et Sam. Ils ont été présentés par la gendarmerie nationale dimanche dernier. Voilà. On va peut-être dire que c'est légion, hein. Ça coule les rues. Tous les jours, il y a des braquages. Tous les jours, il y a des braquages. Réinsertion des ex-prisonniers. Je pense que c'est Dominique. C'est des repris de justice. Oui, Dominique Audrey nous rappelait ici. C'est les prisons de production, les prisons de correctionnelles. Comment on sait que Mbombo est un grand bandit? On l'a condamné quand même pour assassinat à 10 ans. Ces 10 ans vont être. De moins, il n'y aura plus d'arguments pour le maintenir en prison. Il va sortir. C'est un brigand. On fait quoi de lui? Travail d'intérêt commun. Bon, on fait quoi de lui? Voilà, on l'envoie où? Parce que personne ne va lui donner le travail. Pendant les renseignements, donc pendant ces années de détention, qu'est-ce qu'on a pu lui dire? Quel lavage de cerveau a-t-on pu faire? Quel approchement là? Ou alors on l'a laissé là-bas et on l'a utilisé comme indique pendant la prison et tout ça? Que maintenant, quand il sort, il se retrouve parce que le prisonnier, réinsertion sociale du prisonnier dépend de l'entretien de l'État. Et si l'État peut profiter, peut gagner quand même quelque chose derrière un prisonnier sur lequel il dépense de l'argent, ce sera quand même une bonne chose, finalement, parce que c'est l'État qui nourrit le prisonnier. Alors, si l'État pouvait nourrir le prisonnier et permettre à ce que ce prisonnier soit rentable, parce qu'on voit ailleurs comment est-ce que les prisonniers sont utilisés parfois pour faire les routes et autres. Il y a des ingénieurs. L'ambassadeur chinois nous l'a dit ici. Que vous mettez tout le monde en prison, qui prépare, pour les faire à manger, pour les donner à manger. Et quand on les reproche de les utiliser pour des travaux d'intérêt commun. En France, pendant la première vague de coronavirus, les femmes qui étaient dans la prison, dans les ateliers, confectionnaient des masques qu'on sortait distribuer. Donc les prisonniers peuvent être productifs. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester sur notre antenne. Dans un instant, nous allons marquer une petite pause. Et ça, encore, c'est important de le dire. Nous irons rencontrer au plateau B là-bas
Constilamine avec le concept Salaka. Et il nous revient ce matin parler du Von Bio. Constilamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour bien entendu à tous les clients du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce mercredi matin pour parler de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire qui arrose bien entendu les 20 ans de carrière de Constilamine. Il faut le rappeler que ce complément alimentaire fait partie des produits phares qui sont en vente du côté du magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka avec le soutien de Constilamine, il faut le rappeler, qui est bien entendu en pleine célébration de ses 20 ans de carrière. À l'occasion bien sûr de cette célébration qui aura lieu le 4 décembre prochain, j'accorde 3 semaines de double réduction à tous les clients qui vont acheter le Von Bio Oméga 3. Il y a de cela un mois, on a fait une promotion à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui s'est achevée le 15 novembre dernier. Alors je reviens officiellement ce mercredi matin lancer une autre promotion. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière qui aura lieu le 4 décembre prochain. Alors pendant 3 semaines, les téléspectateurs d'Equinox Télévision, les auditeurs de la radio Equinox auront encore l'occasion d'acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au lieu de 6 000. C'est un cadeau que j'offre à tous les clients du concept Salaka. C'est un cadeau que j'offre à tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3 parce que ces consommateurs sont les premiers ambassadeurs de Constilamine, raison pour laquelle je leur permets encore pendant 3 semaines d'acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au lieu de 6 000. Et cette offre est valable jusqu'au samedi 5 décembre 2020. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que cette réduction de 500 francs, c'est à l'occasion de la célébration de mes 20 ans de carrière. J'ai donc décidé d'offrir encore une double réduction à tout ce qui est vendu, sur tout ce qui est vendu au magasin 1001 tapis. Et parmi ces articles, il y a bien entendu le Von Bio Oméga 3 qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de stabiliser notre tension. Vous l'avez donc en ce moment à 5 500 francs jusqu'au samedi 5 décembre 2020. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, on parle également d'un lait de toilette pour diabétique. Von Bio Lotion, votre lait de toilette qui permet d'embellir votre peau, qui permet de protéger votre peau. Vous l'avez également à 5 500 francs, votre lait de toilette au lieu de 6 000. Nous allons conclure la vente de ce matin tout en rappelant à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore et toujours la pommade contre les hémorroïdes du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Pour ceux des téléspectateurs qui souffrent des hémorroïdes, donc rendez-vous directement au magasin 1001 tapis et achetez cette pommade contre les hémorroïdes qui est également en pleine promotion du côté du magasin 1001 tapis. Ne l'oubliez pas, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et surtout bien des choses à tous les clients du concept Salaka. Nous vous remercions Constilamine d'être passé chez nous ce matin. Et madame, messieurs, retrouvons-nous certainement demain également, tout en vous rappelant que le Cameroun est notre pays. Nous avons l'obligation de le construire avec chacun, quel que soit l'endroit où vous êtes. Demain, 10 h.